Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Le 15 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la démocratie. C'est dans cette occurrence que le Conseil consultatif de la société civile et des ONG a organisé ici à Brazzaville, plus précisément à la maison de la société civile, une conférence débat sur l'implication ou l'apport de la société civile à la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, M. Cephas Germain Ewangui. Avec lui, nous parlerons bien entendu de la démocratie, de cette journée, de cette commémoration, des échanges, du bilan de cette journée qui a été célébrée à la maison de la société civile. Bonjour, monsieur le secrétaire permanent. Bonjour, Rebecca David. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le 15 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la démocratie. Et ici, le Conseil consultatif de la société civile et des ONG a organisé une conférence débat à la maison de la société civile. C'était très intéressant. Vous avez vu comment est-ce que les acteurs de la société civile ont débattu librement et avec passion. Le débat était très passionnant. Quel est le bilan que vous faites de cette célébration? Pour nous, le bilan essentiel est de noter, dans le cadre de ce qu'on peut appeler les indicateurs de progrès, c'est d'avoir exécuté une activité qui faisait partie de notre agenda. Voilà, parce que les activités, nous ne les menons pas de manière hasardeuse. Nous avons un programme, des activités que nous menons chaque année. Et il y a certaines dates internationales adoptées sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies et que nous prenons en ligne de compte naturellement. Et soit dit encore en passant que les organisations de la société civile à travers le monde sont des relais de premier plan de l'Organisation des Nations Unies. Donc ce qui est adopté par les Nations Unies est censé avoir été adopté par tous les États, parce que l'ONU, c'est l'organe multilatéral par excellence, qui regroupe la quasi-totalité des États du monde entier. Et là, nous parlons de la démocratie. Oui, l'ONU a prévu que le 15 septembre de chaque année, que la communauté internationale célèbre la démocratie qui aujourd'hui est devenue considérée comme étant le patrimoine commun de l'humanité. La démocratie qui est devenue le seul système politique de référence dans le monde. Les pays qui ne sont pas démocratiques, aujourd'hui, ces peuples-là se battent pour que leur pays devienne démocratique. Et les pays qui sont déjà de la démocratie, là encore, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut se battre. C'est très complexe le fonctionnement de la démocratie pour consolider le système, pour l'améliorer dans toute la mesure du possible. Et là où nous considérons que c'est déjà consolidé, c'est amélioré. Encore et là encore, il y a beaucoup de travail à faire et tout ce que nous lisons à travers le monde est là pour nous illustrer ce que nous sommes en train de dire. Donc la démocratie, c'est un combat de tous les temps et pour tous les peuples. Mais qui doit faire la démocratie? Déjà, de par sa définition, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, la démocratie, ce n'est pas une histoire des gouvernants. La démocratie, ce n'est pas seulement une histoire des partis politiques. La démocratie, d'abord, une histoire des peuples. Mais il y a un philosophe, Emmanuel Kant, qui parlait de l'esprit démocratique. Ça veut dire que pour que la démocratie s'extériorise en nous et elle devienne une réalité dans notre vie de tous les jours, il faut d'abord qu'elle commence à exister dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre conscience. D'où la nécessité de beaucoup sensibiliser, de beaucoup éduquer pour que les uns et les autres comprennent que la démocratie n'est pas un simple slogan. Et derrière le concept démocratie s'aligne toute une série de normes, d'exigences, de préceptes, de conditionnalités. Il faut que nous les connaissions, il faut que nous les comprenions. Donc le Conseil consultatif, de par ses missions, de par ses prérogatives, se doit de former des organisations spécialisées
afin que ces organisations spécialisées fassent le relais avec les populations. Et c'est ce qui s'est passé, donc, comme vous venez de le dire, le 15 septembre dernier, à la Maison de la Société Civile, où nous avons réuni 80 responsables d'organisations de la société civile et nous avons appelé quelques sachants, quelques experts qui sont venus pour faire des communications. Et je suis d'accord avec vous que le thème a été passionnant, les débats ont été riches. Et autant que structure organisatrice, bon, le bilan est positif parce qu'on peut dire par là, nous avons atteint l'objectif tel que nous l'avons souhaité. Voilà. Et comment est-ce que la société civile peut participer à la consolidation ou à la bonne marche de la démocratie dans un pays? Il faut d'abord noter que c'est la population qui fait la démocratie. Quand nous voyons le fonctionnement des États, il y a des différents corps, il y a des différents organes. On peut parler même des différentes institutions. Voilà. Au nombre de ces institutions, nous avons la première des institutions qui est la présidence de la République. Okay. Si vous laissez la présidence de la République, vous allez avoir la Cour constitutionnelle, vous allez avoir la Cour suprême, vous allez avoir l'Assemblée nationale et le Sénat pour parler du côté parlementaire, vous allez avoir le Conseil supérieur de la liberté de communication, vous allez avoir le Conseil économique, social et environnemental, la Cour des comptes et de discipline budget. Bref, il y a tout un aéropage d'institutions qui font fonctionner le pays. À voir, ce sont des institutions qui incarnent le pouvoir. Mais parfois, on perd de vue qu'il y a un organe par excellence pour tout État qui est au-dessus de tous ces organes qui ne sont simplement que des employés de ce corps que je fais allusion, c'est le corps social. Le corps social, c'est le corps social qui a tous les pouvoirs. Voilà pourquoi, autour de chaque élection, quand il s'agit même de l'élection du président de la République, mais en ce moment, le président de la République fait le tour de tout le pays, de tous les villages, de tous les districts, aller rencontrer les populations, aller discuter avec les populations. Mais parce que, à l'issue des élections, c'est celui dont la population aurait fait le choix qui sera président de la République. Et si vous voulez être député, dans le cadre de votre circonscription, entre guillemets, vous êtes appelé d'aller amadouer tous ceux qui sont électeurs de votre circonscription. Et si le choix n'est pas porté sur vous, vous ne serez pas ni député, ni sénateur, même si les sénateurs sont élus de manière indirecte par des conseillers. Mais au départ, il y a eu une élection locale, il y a eu une élection municipale. Donc ce corps-là, c'est la population. Et cette population, c'est elle qui doit faire la démocratie. Si la population n'a pas compris les enjeux de la démocratie, comment la démocratie pourrait mieux fonctionner? Parce que quand on dit démocratie, nous disions quoi? La démocratie, c'est une cumulation des normes et des exigences, au nombre desquelles le respect de soi et le respect des autres, le respect de la parole donnée, le respect des lois de la République, qu'il faut que chacun connaisse et que chacun respecte, le droit de vote de tous les citoyens. Autour de chaque élection, chaque citoyen qui a déjà atteint ses 18 ans d'âge, c'est son devoir, c'est sa responsabilité de s'affirmer, de dire ce qu'il pense, de dire quels sont ses choix. Et cela s'exprime à travers les votes. Donc vous avez toute cette accumulation des exigences. Mais si les populations ne les connaissent pas, ne les comprennent pas. On a vu, on a entendu quelque part, dans certains milieux, à qui on fait la remarque à quelqu'un, une remarque sensée, mais vous répondez, foutez-moi la peine, nous sommes en démocratie. Quelle définition lui donne à la démocratie? On croit que la démocratie, c'est un environnement de paix où chacun fait tout ce qu'il veut. Non, la démocratie garantit la liberté publique et fondamentale, mais les normes donnent les cadres à tout ceci. À savoir que votre liberté à vous s'arrête, là doit commencer la liberté de l'autre. Donc, dans un système qui se veut démocratique, oui, vous êtes chez vous à la maison, oui, vous êtes en train de vouloir suivre la musique. C'est une bonne chose, c'est votre droit le plus absolu. Mais si votre musique commence à indisposer le citoyen qui est dans sa maison de l'autre côté,
la démarche n'est plus démocratique. Là, vous êtes en train d'empiéter également au droit, à la sérénité de l'autre citoyen. C'est comme ça que nous constatons même par ce qui est pris. C'est la liberté de culte, de croyance, appartient à chaque individu. Mais une église qui peut prier en faisant de telle sorte que dans tout le quartier, tout le monde soit en éveil toute la nuit parce qu'ils sont en train de prier et empêchant les autres de dormir. Ça viole également les règles de la bienséance. Donc, la démocratie égale la connaissance, la compréhension de toutes ces règles et de les respecter avec beaucoup de rigueur pour permettre que la société puisse réellement bien fonctionner. Donc, voilà pourquoi les organisations de la société civile dans le monde entier jouent ce rôle de fer de lance en étant en liaison avec les populations pour les éduquer à intérioriser les normes, les valeurs, la culture démocratique d'un côté, et bien que de l'autre côté, et c'est ça le devoir aussi des organisations de la société civile, c'est de plaider en direction des autorités du pays, les leaders des partis politiques, de telle sorte que ceux-ci, étant aussi des acteurs importants de la démocratie, par leur ambition d'accéder au pouvoir, par l'ambition des uns de conserver le pouvoir, ne puissent pas conduire dans l'impasse l'œuvre de construction et de consolidation de la démocratie. Donc voilà pourquoi on dirait, pour me résumer, que les organisations de la société civile sont en amont et en aval de l'œuvre de construction et de consolidation de la démocratie. Certaines organisations de la société civile réclament plus de financement pour être indépendants et pour travailler librement. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est une question complexe. Tout ce que je peux noter, qu'il est important que dans notre pays, et le Conseil consultatif de la société civile et des ONG est en train de travailler dans ce sens, voir comment on pourra faire des propositions aux différentes institutions habilitées pour que quelques mesures soient prises dans le sens de promouvoir le financement des ONG, des associations et autres organisations de la société civile. Parce que font ces organisations? Parfois, on a un problème de compréhension. Les ONG, les associations, sont d'abord des structures privées, nées dans le privé, ayant un statut privé. Sous cette base-là, il y a une démarcation avec l'État. Parce que l'État s'occupe de ce qui est de l'État. Et ce qui est privé, ce sont des choses à caractère individuel. Mais il s'avère que 80-85% des ONG et des associations nées dans le privé, ayant statut d'organisation privée, ont des actions bénéfiques pour l'intérêt général, ont des actions qui vont dans le sens toujours de promouvoir l'intérêt général. C'est en ce moment qu'une connexion se fait et une nécessité commence à s'imposer pour qu'une collaboration se fasse et que tous les contours soient assainis pour qu'on comprenne la nécessité pour un pays d'avoir des mécanismes qui permettent aux ONG et associations d'accéder à un certain nombre de financements. À titre d'illustration, des ONG qui travaillent sur les questions de l'assainissement, en éduquant, en sensibilisant, en menant des actions pour assainir nos milieux de vie. Est-ce que ce n'est pas au profit de l'intérêt général? C'est au profit de l'intérêt général. Les ONG de l'association qui consacrent tout leur temps pour sensibiliser les populations sur la connaissance et le respect des règles pour se protéger contre le cancer, pour se protéger contre le sida, pour se protéger contre la pandémie ou l'épidémie à Covid-19 que nous avons connue une certaine période, y compris contre toutes les autres formes d'épidémie et d'endémie. Est-ce que cela n'est pas lié à l'intérêt général? Les ONG qui travaillent sur le domaine des droits de l'homme, leur travail, c'est lequel? Parfois, à un moment donné, on peut croire que ces organisations sont des emmerdeuses. Mais ça dépend de la situation pour laquelle vous vous retrouvez. Mais le jour où vous avez été arrêté de façon arbitraire, la loi fondamentale de notre pays interdit de manière absolue la pratique de la torture, et on se rendra compte que vous avez été arrêté chez vous, devant vos enfants, devant votre épouse. On a commencé par vous tabasser sur place, quitte à vous déchirer même les habits, et de vous soulever comme un objet, de vous jeter dans un véhicule dans les conditions les plus inhumaines, de vous conduire dans une prison où les conditions sont totalement insalubres. Mais c'est en ce moment que ces jeunes déjà se mettent debout.
Et ces ONG ne se mettent pas debout en tenant compte de l'identité de la personne. On considère simplement la personne humaine dans toutes ses valeurs intrinsèques. Et quand la question concerne une vie humaine, ces ONG se mobilisent, se battent, de telle sorte que pour qu'on amène également nos éléments de la force publique à connaître les limites de leur action, les finalités de leur action, et de ne poser que des actes qui concourent à la protection des droits de l'homme, y compris des personnes qui ont du mal à partir avec la loi. On a entendu souvent chez nous, on aime souvent lier la vie d'une personne à une faute commise. Hein, vous trouvez quelqu'un en train de brûler dans la rue, et vous dites c'est quoi? On dit que c'est un voleur. Oui, mais avant d'être voleur, c'est une personne humaine. Et le pays est régi par les lois. Au nombre d'écoles, lesquelles nous avons par exemple un code pénal et un code de procédure pénale. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça la démocratie. La démocratie égale les lois. Chacun doit connaître les lois et les respecter. Ça veut dire que si quelqu'un a commis, il est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une juridiction où les règles de la défense également ont été respectées. Et c'est en ce moment que la sanction va être donnée par les professionnels en la matière. Est-ce que c'est suffisant que vous avez dit accuser quelqu'un de voleur? Ce n'est pas vérifié, même si c'est établi. Vous pouvez le tabasser, le couper en morceaux, le tuer, l'enterrer comme vous voulez. Une société organisée, une société politique fiable ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc voilà pourquoi la démocratie fait promouvoir l'ensemble de ces valeurs pour que nous arrivions à un mode, à une forme de coexistence qui obéisse aux vertus les plus élevées. Et pour cela, le travail à faire est très énorme et très efficace. Le pays peut avoir déjà proclamé son système démocratique, oui. Voilà pourquoi les experts en la matière font le distinguo de deux concepts. Il y a la démocratie procédurale, il y a la démocratie substantive. Bon. Tous les pays africains, nous pouvons dire que nous avons franchi ce qu'on appelle la démocratie procédurale. De telle sorte que quand vous lisez les lois, vous voyez que tout est prévu. Voilà. Déjà, des élections commencent à se tenir. Tout ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais il faut continuer la marche pour dépasser le niveau de la démocratie procédurale pour arriver à la démocratie substantive, où tout ce qui est hors la loi, tout ce qui est atteinte à la dignité de l'être humain, tout ce qui est violation des normes sociales sont strictement sanctionnés, et quel qu'en soit l'auteur. Et il nous faut arriver à cette forme de société. Et là, nous disions que, au regard même des communications qui ont été faites le 15 septembre dernier, on a rappelé qu'on a beaucoup de travail à faire. Et s'il y a beaucoup de travail à faire, ce n'est pas seulement au Congo où il y a beaucoup de travail à faire, mais sur le monde entier. Parce qu'il est entendu, et on a eu à le rappeler. On a rappelé ces propos de Jean-Jacques Rousseau qui soulignait que s'il y avait un peuple de Dieu, ce peuple se gouvernerait démocratiquement. Et là, Jean-Jacques Rousseau tenait à rappeler à la conscience humaine que la démocratie ne se décrète pas, la démocratie se construit, la démocratie exige des vertus élevées à leur niveau de considération le plus élevé, au point où, en réalité, qu'elle est inaccessible à la personne humaine. Donc voilà pourquoi on a pu aussi le souligner, qu'aucun pays, aucun peuple dans le monde entier ne peut aujourd'hui s'afficher comme avoir pu réaliser, accomplir la démocratie dans tous ses stades. Donc la démocratie, c'est une marche vers l'infini, mais au jour le jour, année après année, nous devons toujours travailler pour aller vers la perfection, même si la perfection n'étant pas de ce monde, mais faire le possible qui est accessible aux humains. Et c'est ça le travail de tous les temps. Et voilà pourquoi l'œuvre de construction, de consolidation de la démocratie est une œuvre illimitée, une œuvre sans finalité en réalité. Voilà. Certaines organisations de la société civile sont financées par des associations ou des ONG reçoivent des financements de l'étranger. Est-ce que ce n'est pas un danger pour notre démocratie? Oui, je comprends que vous revenez sur la question de financement et je disais tantôt qu'il nous faut trouver des mécanismes
il nous est arrivé d'entendre certaines autorités même vous dire que les ONG doivent chercher des financements ailleurs. OK. Et quand les ONG cherchent des financements ailleurs, au niveau, par exemple, des différentes ambassades de France, des États-Unis, de la Belgique, de la Suède, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, mais d'où sortent ces fonds? Mais ces fonds sortent des gouvernements de ces pays. Bon. Comment admettre la logique selon laquelle les ONG et associations qui doivent travailler, contribuer à la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté doivent sous-entendre leur action par des financements découlant des gouvernements étrangers. Donc je pense qu'il y a quelque chose là à faire. Parce que si vous allez maintenant dans les pays européens, est-ce que la France, elle, serait aisée que les ONG français soient financées par l'Espagne? Est-ce qu'en Espagne, on serait aisé que les ONG qui fonctionnent ici soient financées par des ONG que sur l'Italie? On dirait même qu'il doit avoir en guise sous roche, parce que parfois celui qui donne l'argent peut aussi donner des orientations. Et il n'est pas à exclure que, évidemment, c'est une réalité que nous vivons beaucoup en Afrique, qu'au travers des ONG, beaucoup de régimes ont été déstabilisés au fur et à mesure. Mais parce que ces ONG sont obligées de faire la volonté des pourvoyeurs de leurs fonds. Donc voilà pourquoi nous devrions avoir des mécanismes de financement internes. Nous avons déjà, par exemple, une loi sur le financement des partis politiques. Oui, mais pourquoi pas demain avoir également une loi sur le financement des ONG, des associations, des fondations, bien entendu, moyennant un certain nombre de critères bien déterminés. Ça, c'est un aspect. Mais nous travaillons au niveau du Conseil consultatif de la société civile et des ONG à amener les différentes composantes de la société civile à comprendre également la nécessité de générer les fonds propres. Parce qu'évidemment, nous avons une forme de culture fondée que sur l'assistanat. Hein? On ne produit absolument rien. Vous partez dans une ambassade, on vous remet l'argent, vous exécutez le projet. Et si cette ligne de financement n'existe plus, et vous n'avez pas encore une autre organisation susceptible de venir vous accompagner, que deviendra votre organisation? Mais ailleurs, les organisations développent des activités génératrices de revenus. Et dans ce contexte, si vous vous en souvenez bien, il nous est déjà arrivé à organiser 5 à 6 séminaires déjà, par exemple sur l'entrepreneuriat agricole, au profit des ONG associations. Nous allons amplifier dans ce mécanisme-là pour que des ONG comprennent aussi la nécessité de commencer à développer des activités génératrices de revenus de telle sorte que sans financement extérieur, elles peuvent elles-mêmes avoir les ressources qui peuvent leur permettre de tenir les charges liées à leur fonctionnement et aussi à financer leurs activités, quitte à créer également des emplois. J'ai vu dans certains pays que j'ai visités une association qui a 50 000 hectares de maïs, 8 000 hectares d'arachides au fur et à mesure, qui ont des porcheries, qui ont des poulaillers et qui produisent. Et ce qui fait que parfois, par année, sont capables de régénérer 200, 300, 400, 500 millions. Donc ça devient même des sources de création d'emplois. Et nous disions la fois passée, lors d'un des séminaires que nous avons organisés, que par exemple dans un pays comme les États-Unis, le secteur associatif à lui seul revendique près de 30 millions d'emplois aujourd'hui. Et au niveau de la France, qui est l'exemple que nous pouvons toujours prendre parce que le pays étant plus proche et beaucoup lié à nous, le secteur associatif revendique et pèse de 4 à 5% du produit intérieur brut et revendique plus de 3 millions d'emplois. Parce que, évidemment, ces associations ont beaucoup d'activités communes, nonobstant d'autres facilités. Par exemple, pour prendre le cas de la majorité des pays européens, il est accordé des déductions d'impôts pour une entreprise qui, dans son chiffre d'affaires, a dégagé et octroyé certaines ressources en direction des différentes ONG et autres organisations de la société civile. Donc, nous allons travailler pour que la législation de notre pays aussi puisse aller un peu dans cette direction que nous trouvons bonne et justifiée. Oui.
Lors de cette conférence débat, vous avez donné la parole au Conseil supérieur de la liberté de communication. Quel est votre regard de cette institution et de la presse congolaise qui devrait être impliquée pour notre démocratie? Oui, dans le cadre de la célébration de la journée du 15 septembre 2023, nous avons pensé avoir deux communicateurs. Le premier, c'était pour parler du rôle et de la place des organisations de la société civile dans l'œuvre de construction et de consolidation de la démocratie. Et la deuxième communication, c'était pour qu'on ait un regard, une analyse critique sur le fonctionnement de la presse dans notre pays et du rôle tant positif que négatif que joue cette presse dans le cadre de la démocratie au pays. Et le pays étant doté d'une institution constitutionnelle spécialisée sur la question, et oui, nous avons écrit au Conseil supérieur de la liberté de communication qui a mis un expert à notre disposition, M. Joachim Banza, que je salue en passant, et il a fait la communication qu'il a eu à faire. Mais l'enjeu ici, l'importance ici, c'est de dire que s'il y a un concept qui peut être utilisé de manière interchangeable avec la démocratie, c'est la liberté. Dans une démocratie, les populations doivent être libres. Libres de s'exprimer. Libres d'entreprendre. Donc si le fondement de la démocratie est basé sur la liberté, et si cette liberté est au bénéfice de toute la population, mais en réalité le journaliste devient le vecteur principal. Parce que c'est à travers la presse, à première vue, qu'on peut apprécier un pays qui, lui donner l'attribution ou la qualité de pays démocratique ou de pas démocratique. Vous arrivez dans un pays, vous constatez qu'il n'y a qu'un seul organe de presse et vous décortiquez un peu. On dit que c'est un organe de presse de l'État. Il n'y a pas d'organe de presse privé. Bon, vous comprenez que là, il n'y a pas la liberté. Vous arrivez quelque part, il n'y a qu'un seul parti politique. Vous savez que là, il n'y a pas la liberté. Vous venez, il n'y a qu'un seul organe syndical. Vous ne pouvez pas revendiquer que là, il n'y a pas la liberté. Il y a une élection qui s'organise et on en a connu dans des temps passés. Bon, il n'y a qu'un seul candidat. Vous comprenez que là, il n'y a pas de la liberté. Voilà. Donc la liberté se mesure par la qualité et par le rendu de la presse. Et ce que je peux noter de la communication qui a été faite le 15 septembre, c'est la nécessité pour tous de se mobiliser par des actions de plaidoyer pour que l'État congolais puisse davantage prendre la mesure sur la nécessité d'aider la presse et que cette presse puisse se rendre au mieux que ce que nous observons aujourd'hui. Il y a déjà des progrès, oui. Les efforts sont faits, oui. Mais nous savons que beaucoup d'organes de presse dans notre pays battent de l'aile parce qu'il y a sérieusement des problèmes de financement. Hein, je me souviens au passage à Libreville, une fois. Je me souviens aussi du passage à Accra, au Ghana, il y a 2 à 3 ans, parcourant la presse, on faisait bien allusion d'autour de 500 millions à 1 milliard de francs CFA chaque année consacrés pour l'appui aux organes de presse, tant publics que privés. Voilà. Or, remarquez bien chez nous, vous allez constater qu'il y avait telle revue qui a disparu. Après, l'autre revue est arrivée, a disparu. Après, l'autre est apparu pendant un certain temps, a disparu. Y compris même les organes de presse d'État. On avait la République, après qui n'apparaissait presque plus. Tout ça, c'est lié parfois aux difficultés financières. On connaît autant de brillants journalistes sortis de nos facultés universitaires qui parfois, je les reçois ici, viennent parfois poser quelques soucis sociaux. Et quand vous posez quelques questions, non, ils vivent des reportages. Ou parce que quand on écrit un article, et puis bon, ça peut vous valoir 5 ou 10 000 francs.
qu'est-ce que ça vaut pour ces gens nantis de leur licence, de leur maîtrise, et si cet effort-là fait que toute l'année, tout le mois, se retrouve avec 40 ou 50 000 francs, comment cette personne peut vivre au fur et à mesure? Donc vous voyez comment la situation dans laquelle se retrouvent ceux qui ont voulu du métier de la presse, qui est un métier très noble, et dans quelle situation se retrouvent. Donc je pense que dans le souci de donner de la vigueur, de donner une santé bonne, réelle, de donner du pragmatisme, de donner du tonus à notre démocratie, oui, on devait bien se préoccuper des questions qui concernent la presse. Et rassurez-vous qu'au regard des leçons tirées de cette activité, le Conseil consultatif de la société civile prendra une partie de sa responsabilité pour faire le plaidoyer auprès des différentes institutions et notamment, pourquoi pas, auprès de la plus haute autorité de l'État pour faire avancer, pour faire passer les messages concernant la nécessité de suffisamment appuyer la presse congolaise. D'accord. Lorsqu'on parle de la démocratie, on parle de l'organisation des élections et on voit là le rôle des observateurs. Dans certains pays africains, certaines commissions électorales refusent les observateurs internationaux ou encore nationaux. Que pensez-vous de ce débat qui commence à naître? Oui, on a un débat qu'on a assisté. Le cas le plus récent, c'est le cas du Gabon, où votre modeste serviteur qui est devant vous, j'étais convié autant qu'expert de l'Union africaine d'être un des coordonnateurs à Libreville pour la dernière élection qui vient d'avoir lieu, mais l'Union africaine a reçu une réponse négative. Voilà. Donc, autant même la CEC, dont le siège est basé bien à Libreville, mais n'a pas eu l'autorisation d'observer l'élection. Bon, ce sont des situations qu'il faut regretter. Il faut regretter. Mais il faut aussi dire au passage que la viabilité d'une élection ne découle pas des observateurs. L'élection, c'est un environnement national qui doit être favorable. Il faut que des acteurs de terrain soient engagés et soient de bonne foi. Autant la mobilisation des partis politiques de la majorité de l'opposition, autant la mobilisation du corps électoral en créant des mécanismes garantissant la transparence, garantissant l'inclusivité au fur et à mesure. C'est tout ça qui fait qu'une élection soit bien organisée. Bon, de temps en temps, puisque on se méfie les uns des autres, bon, maintenant, parfois on a besoin de témoignages extérieurs, des gens qui ne sont pas partis de nous, qui sont venus de l'étranger, ils ne connaissent personne, ils sont liés à personne, ils viennent jeter un coup d'œil. Bon, à la fin, ils peuvent dire oui, 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 au regard de la loi, au regard de ceci, tel que nous avons observé, oui, cette élection a répondu ou n'a pas répondu aux critères. On en a besoin, mais ce n'est pas des questions de fond, puisque dans les démocraties qu'on peut dire enracinées, dans les démocraties consolidées, il n'y a pas d'observateur. Quand il y a des élections en France, qui va observer? Personne. Quand c'est en Italie, qui va observer? Personne. Et pourtant, ce sont des élections qui sont réputées fiables. Et dès que les résultats sont publiés à 19h30, à 20h, c'est le perdant qui prend la parole, qui reconnaît qu'il a perdu et met au défi celui qui a gagné l'élection de mettre en application tout ce qu'il a promis à la population et rendez-vous dans les 5 années à venir. Tu vois, quand ça, c'est des propos, des réalités qui participent à consolider le système démocratique et à mettre la population en confiance, à croire au jeu démocratique. Or, dans les pays de démocratie balbutiante, voilà, on a toutes les contestations avant, on a toutes les contestations au milieu, on a toutes les contestations à la fin, bon, au point parfois de se demander est-ce que toutes les contestations sont véritablement liées à l'élection qui vient d'avoir lieu, où il y a des problèmes sous-jacents, mal réglés, jamais réglés, des problèmes de règlement de compte, des problèmes d'exclusion existants, parce que parfois vous avez ce genre de facteurs. Ceux qui ont gagné l'élection
non seulement qu'exclut totalement les perdants, mais les marginalise sérieusement pendant tout le mandat. Et quand on arrive à la prochaine élection, ceux qui ont vécu la marginalisation, ceux qui ont vécu l'exclusion, ceux qui ont vécu les humiliations, ils viennent compétir, même si à la vérité, ils perdent. Et comment vont-ils acclamer leur bourreau, puisqu'ils savent que le sort va encore être plus grave pour les 5 années à venir. Or, il faut que nos pays travaillent déjà dans le cadre de la dépolitisation de nos administrations, de telle sorte que, bon, ce n'est pas parce que je suis d'un parti de l'opposition que si mon parti a perdu et que je ne peux pas, au regard de mes propres références, au regard de mon portrait robot, intellectuellement et académiquement parlant, je ne peux pas accéder à certaines fonctions, je dois être réduit parce que ce n'est pas nous qui sommes là. Et tout ce genre de facteurs également finit par contribuer à toutes les formes de contestation que nous voyons. Et plus les gens contestent, plus ça crée le doute aussi de la population. Parce que la population n'a pas le temps de vérifier si ce qui est dit là est juste ou n'est pas juste. Mais la population constate seulement qu'il y a des gens qui disent qu'on a triché. Et si on dit qu'on a triché, donc ça veut dire c'est vrai qu'on a triché. Et finalement, parfois, quand on relance un procès électoral, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne vont pas voter parce que quand on va voter là-bas, même vos votes là, vous trichez. Parfois, il n'y a pas de preuve pour ça. Mais ça crée simplement cette impression qui n'est pas bonne et ça finit par produire un effet négatif. Donc, tout ça montre que on a encore sur le continent africain du chemin à parcourir. Même si on peut noter, soit dit encore au passage, qu'il y a des pays qui ont fait des avancées extraordinaires, qui sont sur le continent africain, mais ont des expériences que je peux me permettre même de les placer au-dessus même des systèmes européens et américains. Et à titre d'illustration, je vous prends le cas, par exemple, d'un pays comme l'île Maurice, où j'ai été 2 fois en mission d'observation électorale. Mais toutes ces contestations, à l'île Maurice, ça n'existe pas. À l'île Maurice, la confiance de tous les acteurs à leur système électoral est même déroutante. Hein, je me souviens qu'on soit arrivé et que nous sommes reçus par le ministre de l'Intérieur et qui nous dit que non, ici, on vote sans carte. Et les Mauriciens, pour voter, n'ont pas besoin de présenter la carte d'identité. Donc il vient, il voit son nom, il vote. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et quand le vote finit, à la fin du vote, on ne déplace pas les urnes. Les urnes dorment sur place. On ferme les locaux. Et le matin, on vient récupérer les urnes qu'on ne dépouille pas sur place, qu'on amène dans les centres de vote. Parce qu'il y a d'abord le centre qui est réparti en plusieurs bureaux. Et c'est dans le centre de vote qu'on fait les dépouillements. Et ces dépouillements-là, quand c'est publié, il n'y a aucune contestation. Tu vois? Et quand le ministre nous a dit, mais nous, quand on est sorti, ben, on s'est regardé dans les yeux. Mais qu'est-ce que ce monsieur nous raconte au fur et à mesure? Mais nous sommes allés rencontrer les acteurs de la société civile qui nous ont dit oui, oui, non, ici on ne triche pas. Ils nous ont mis même au défi. Ils nous ont dit, si vous identifiez un seul cas de fraude, vous venez nous montrer. On ne l'a pas trouvé au fur et à mesure. Donc, et ça, c'est le cas, par exemple, des élections à l'île Maurice, qui est bien un pays africain. Donc, nous pourrions travailler au fur et à mesure pour que, au Congo, au Gabon, en RDC, au Cameroun, que nous ayons aussi confiance dans nos systèmes électoraux et quitte à nous d'identifier tous les aspects qui créent ces doutes et travailler à les relever. À relever et puis, bon, finalement, tout le monde va être en confiance et parfois nous arriverons comme le cas de l'île Maurice et bien d'autres pays qui, dans leur fonctionnement, en réalité, ils n'ont pas besoin des observateurs. Bon, si vous voulez venir, vous venez. Mais que vous venez ou que vous ne venez pas, ce sont des systèmes dont tous les parties prenantes ont confiance. Oui. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'instantanéité de l'information, on a la possibilité de suivre un peu de plus près ce qui se passe chez les autres. On découvre le cas comme Mme Angela Merkel, une exception, les grands électeurs aux États-Unis. Et certains Africains commencent aussi à se dire que peut-être qu'on était parti un peu trop
trop vite en besogne et il fallait peut-être adapter la démocratie à chaque culture, comme par exemple au Nigeria, où on voit comment est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour ne pas qu'il y ait des tensions sociales. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver le compromis avec la démocratie en Afrique aussi? Il faut d'abord dire que la démocratie a ce qu'on appelle les bases fondamentales. OK? Et ces bases fondamentales, ces critères de fond ne sont pas négociables. Un, pluralité des candidats. Quel que soit le système, il faut qu'il y ait la pluralité des candidats. Deux, les élections doivent être organisées en garantissant la non-discrimination, la transparence, l'équité, l'égalité des chances, etc. Ça aussi, ce n'est pas négociable. Ça, c'est des questions de fond. Maintenant, de les questions de forme, ça dépend de ce que chaque pays veut. Pourvu que le mécanisme en exergue soit le produit d'un consensus national. OK? Vous allez aux États-Unis, vous avez Al Gore qui affronte Bush. Voilà. Et Al Gore gagne dans le corps électoral, le nombre de votants. Et Bush a plus gagné parce qu'il a eu plus de grands électeurs. C'est lui qu'on proclame l'élu. Ça n'existe qu'aux États-Unis. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'aucun pays ne s'est engagé à imiter les États-Unis. Personne ne les suit. Mais c'est leur système. Voilà. Vous avez des pays qui sont en démocratie, mais qui sont des royaumes. OK? Ils ont fait la part des choses pour dire voilà le rôle du roi. Ça s'arrête ici. Ils jouent tel rôle, de tel symbole, tel symbole. Mais ceux qui doivent assurer la gestion quotidienne du pays, c'est aux mains d'un premier ministre. Et voilà les règles d'organisation des élections, voilà les mécanismes de prise de décision, d'orientation. C'est leur système. Vous pouvez aller voir en Suisse, vous pouvez voir en Belgique, hein, donc, où les Wallons et les autres ont des règles qui sont fixées. Comment trouver toujours des compromis à chaque fois qu'il y a une contradiction. Voilà. Donc voilà pourquoi on peut dire ces aspects, oui, un jour, si les pays africains décident de s'asseoir, de décider, de réfléchir ensemble, et on trouve au-delà des bases qui sont fondamentales, tenir compte de nos propres spécificités. En matière de démocratie, il ne doit pas avoir des vainqueurs et des vaincus. C'est une réflexion pour l'avenir du pays. Vous prenez des mesures qui doivent dépasser vos existences, qui vont dépasser vos passions, vos émotions et vos égos. Que vous pouvez espérer que ça peut tenir pendant 50 ans, 100 ans. Pendant ceux qui viendront des générations 10 ans après, eux, ils pourront voir avec leur temps et leur réalité, peut-être pour faire des modifications. Oui, on peut avoir ce qu'on appelle les spécificités. Quand vous parcourez les royaumes de Songhai, le royaume de Fouta-Djalan, des Malinké, et même dans les pays comme la Namibie, mais l'histoire nous révèle qu'à ces périodes très anciennes, les royaumes africains de cette époque étaient mieux organisés que les mêmes structures qui existaient dans les pays que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Et que dans ces systèmes politiques, on trouvait déjà les formes d'organisation démocratique qui existaient. On en parlait déjà des grands électeurs à ces époques. Ce qui nous amène à dire que la démocratie, en réalité, n'est pas étrangère à l'Afrique. Même si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous semble avoir été imposé, entre guillemets, mais dans nos propres habitudes, dans nos propres comportements, dans nos propres manières de faire. Qu'est-ce qui justifie pour dire que les Africains sont des dictateurs, sont des sanguinaires? Encore que les vrais sanguinaires, on les a trouvés en Occident, on ne les a pas trouvés ici. Essayez d'aller voir comment on dirige nos villages. On peut constater simplement qu'on n'organise pas une élection pour élire un chef de village. Parce que le chef du village, on essaie de tenir compte de l'histoire des uns et des autres, des ascendants de telle ou telle famille, où on peut choisir celui qui dirige. Mais dans le mode de gestion généralement est démocratique. Vous verrez toujours dans nos villages, on va parler toujours des Kanza, on va toujours parler de Mbongi,
Quand il y a un problème, on appelle tout le monde à s'unir, parce qu'il y a tel problème qui existe, et quand les gens se réunissent, ce n'est pas le chef de village qui dit que non, j'étais dans ma chambre, j'ai vu ceci, c'est ça que vous devez appliquer. Non, on met le problème sur la table, les uns des autres émettent leur point de vue, et on retient un consensus, et ce consensus s'applique. Où est la contradiction avec la démocratie? On est là pratiquement dans nos us et dans nos coutumes. Donc, en réalité, si on dit que la démocratie est étrangère à l'Afrique, non. La réflexion africaine a dû et a été étouffée par les aléas de l'histoire. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nos modes de vie, nos modes de fonctionnement deviennent totalement collés à ceux qui étaient venus nous asservir et nous coloniser, nous imposer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, le plus important n'est plus d'engager ce débat. Les faits sont déjà les faits. Nous sommes déjà dans un monde avec ses réalités et nous nous adaptons avec ces réalités. Mais on doit savoir que la démocratie a aussi ses racines en Afrique. On n'a pas eu que ses racines à la Grèce antique. C'est vrai que à la Grèce antique, du point de vue de l'histoire moderne, on rappelle 500 ans avec Jésus-Christ, tout ce qui s'était passé, mais à la même période, on ne nous a pas dit ce qui se passait en Afrique. Si on écrivait sur ce qui se passait en Afrique, on peut trouver des similitudes. Donc voilà pourquoi je réfute la démocratie africaine, mais la démocratie peut avoir des particularités de chaque peuple. Même nous, tous les Africains, ce n'est pas la même chose. On voit des spécificités un peu au Nigeria, au fur et à mesure, et on peut les avoir dans un pays qui dit, bon, pourquoi pas, on dit, c'est pas ce que nous voulions. Il peut arriver qu'un jour qu'on dise, bon, notre loi veut qu'à chaque élection, si celui qui a été au pouvoir pendant 5 ans était de la Likoala, mais le prochain doit être du Niari, et puis après il faut que ce soit quelqu'un de la Lekoumou, bon, après un jour il faut que ce soit quelqu'un des plateaux, on ne sait jamais, après il faut quelqu'un de la cuvette ouest. Un peu vrai, je raisonne un peu par l'absurde, mais si vous trouvez un compromis, mais ce compromis devient démocratique. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par là. Monsieur le secrétaire permanent, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot ou un sujet que vous avez voulu évoquer, mais que vous n'avez pas eu l'opportunité d'évoquer lors de notre entretien? Non, notre entretien s'est porté sur la démocratie. Et il faut dire que la démocratie s'est imposée aujourd'hui comme étant le seul mode d'organisation de la société dans le monde qui soit admis comme étant viable et accrédité par l'ONU. Ce qui fait que même dans les relations internationales aujourd'hui, être démocratique, ne pas être démocratique, peut partir des critères d'appréciation à bien des égards. Et dans les temps passés, il y a 100 ans, la démocratie avait des alternatives. On a connu le nazisme, on a connu à bien des égards des régimes comme communisme, comme socialiste et tout ça, mais à l'évidence, la démocratie a triomphé de tous ces systèmes qui aujourd'hui se sont retranchés en quelque sorte à des dernières périodes de survie. Hein, on parlerait peut-être un peu de communisme ou socialisme aujourd'hui, peut-être qu'en Corée du Nord, pendant combien de temps ça tiendra, mais tu comprends que la dynamique mondiale est d'aller vers la démocratie. Et mieux, les pays créeront les conditions de rendre le fonctionnement de ce système optimal, mieux le pays gagnerait pour son avenir. La démocratie est censée créer des conditions optimales permettant à un pays d'accélérer sa marche vers le développement. Mais ceci dit, en démocratie, il y a des choses qui ne sont pas tolérées. Et parce que ça fait partie des vices. Alors, la démocratie, c'est un assemblage de vertus. Par exemple, M. Ewangui, que je suis, assume une fonction ici au Conseil consultatif et passe son temps à falsifier des factures, tout ça, pour subtiliser les fonds publics à des fins privées. Ce n'est pas démocratique. Ce sont des crimes quand tu fais comme ça. Parce que ces fonds, si ça sert à telle chose. Vous êtes ministre de la Santé, oui. Quelle est votre responsabilité? La responsabilité, c'est de créer les conditions pour que l'ensemble des Congolais, de l'extrême nord à l'extrême sud, aient accès aux soins de qualité. Mais l'ambition n'est pas que vous êtes ministre, vous avez beaucoup de voitures, vous avez des comptes bancaires à l'étranger, vous avez ceci, vous avez ceci. La mission, ce n'est pas ça. Quand vous le faites,
c'est antidémocratique. Vous ne respectez pas la vie des autres, c'est antidémocratique. Vous ne respectez pas le genre. Vous voulez considérer la femme comme un objet, alors que c'est un être humain au même titre que vous, qui doit jouir des mêmes droits que vous. Ce n'est pas démocratique. Vous avez un emploi pour lequel vous ne faites aucun effort pour devenir performant. Ce n'est pas démocratique, parce que la vertu démocratique, il faut aller vers l'avant. Il faut toujours progresser. Il faut toujours l'excellence. Vous avez un poste d'emploi et la loi veut que le travail commence à 7h30. Vous arrivez toujours à 9h ou 10h et parfois pour travailler pendant 30 minutes et repartir. Ce n'est pas démocratique. Donc, ceux qui appliquent les lois, au lieu d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, de manière impersonnelle, non discriminatoire, en ne voyant que l'intérêt général, mais vous commencez à faire ça à la tête des clients ou de la poche des clients, ce n'est pas démocratique. Voilà pourquoi nous disions que, comme Emmanuel Kant l'a dit, à partir de l'esprit démocratique, il faut travailler pour que la démocratie, qui est une somme des exigences, des normes, des valeurs, intègre nos pensées, intègre notre façon d'être, intègre nos comportements. Et ceci étant, on ne peut pas se douter que quand un pays a atteint ce seuil, a atteint son niveau, sa marche vers le développement ne peut que s'accélérer. Ça évite ce qu'on appelle la jungle, ça évite des passe-droits, autant des maux, autant des délits que ne cesse régulièrement de dénoncer notre président de la République, Denis Sassou Nguesso, à travers ses différentes adresses à la nation, notamment devant le Parlement réuni en congrès. Il n'a cessé de dénoncer tous ces mots. Oui, c'est pour que nous améliorons nos comportements, nos attitudes, nos pratiques, pour que nous puissions les rendre compatibles avec les valeurs démocratiques qui, elles-mêmes, sont parfaitement en harmonie avec les normes et les valeurs de notre nation. Monsieur le secrétaire permanent, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.